Petit message de service avant de commencer l'épisode. Tout le mois d'août, profitez du meilleur du podcast Les gens du coin grâce à nos rediffusions. Nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances et bon épisode. On se marie, il faut savoir qu'il a quand même l'oxygène dans le nez à ce moment-là avec sa bombe à oxygène juste à côté, en fauteuil roulant. On est tous en pleurs. On est en pleurs. Parce qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Il y a un mélange évidemment de joie, d'amour. On sait qu'il lui reste quelques heures en fait. Et il nous a dit écoutez, je n'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Il avait encore cette clairvoyance de nous dire là, j'en peux plus. Et je lui avais dit écoutez, Emmanuel, le mariage est prévu demain, mais pars quand tu veux, parce que je vois bien que tu souffres. Il a tenu bon. Et donc on s'est mariés. Comme ça. C'est vrai que c'est fou. Perrine s'est mariée à Emmanuel le 19 août 2022 à midi sur l'île de Noirmoutier chez ses parents. Quelques heures plus tard, le 20 août 2022 à 6h du matin, Emmanuel meurt, emporté par un cancer. C'est une fin brutale. 9 ans après le premier coup de foudre, après les vacances à Cadaqués, les éclats de rire, un séminaire à Barcelone, la symbiose quoi. Preuve de leur passion magnétique. 6 mois après leur rencontre, Perrine tombe enceinte. 9 mois plus tard, Louise naît. Elle a les yeux et la détermination de son père, dit Perrine. Se marier quelques heures avant la mort. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, Perrine revient sur ce projet, ce pari, cette envie folle de sceller à jamais dans un décor d'été une histoire d'amour évidente. Perrine parle aussi d'aujourd'hui. 4 ans après, elle a retrouvé l'amour. Bon épisode. Bonjour Perrine. Rentrez, on va y arriver. Oui, Ça va. On va y arriver. Un petit café, ça vous tente? Où est-ce qu'on va là du coup? Alors là, on va au parc du Grand Blotreau, qui est un parc qui est pas très loin de chez nous, dans lequel on a eu l'habitude, peut-être un peu moins maintenant, mais d'aller marcher, d'aller courir. Emmanuel, il courait énormément. Comment vous l'avez rencontré, Emmanuel? Alors Emmanuel, je l'ai rencontré en 2013. Moi, je travaillais pour une agence de relations presse qui voulait développer une antenne à Nantes. Elle était à Angers, elle était partie en France, mais je dépendais de l'agence d'Angers. Et j'ai suivi une consultante dans un rendez-vous client. Et il se trouve que ce client à Nantes, c'était l'entreprise d'Emmanuel. Il avait une voix très très grave, Emmanuel, très posée, puis il regardait bien. Il avait des yeux très noirs, comme Louise, qui fixait bien dans les yeux de l'interlocuteur, de l'interlocutrice en l'occurrence, avec une approche hyper humaniste de l'entreprise, du management. Donc ça m'avait vachement séduite. Et il se trouve que quelques semaines plus tard, je découvre qu'il recrute une responsable communication, ce qui est mon métier, ça tombe bien. Donc j'ai postulé. Et donc je passe les entretiens, tout d'abord avec le président de l'entreprise, puis avec Emmanuel. Et alors cet entretien dure 1h30. Puis on n'arrivait pas à décrocher de cette conversation. Donc à un moment donné, je pars au bout d'1h30. Et là, il me rattrape sur le pas de la porte. Il me dit ma fille veut faire de la communication, est-ce que vous accepteriez de la voir? Je dis évidemment, bien sûr. Et puis on n'arrivait pas à se quitter en fait. Alors je suis recrutée, je commence le 30 juin 2014, très exactement. Bon, il se trouve qu'on s'entend hyper bien au niveau pro. Et que, alors moi j'étais mariée. Et que petit à petit, quand il venait de Lyon, je me suis aperçue que ça frétillait en moi à l'idée de le voir. Et quand il loupait son avion qui venait finalement pas, j'étais un peu déçue quoi. Bon, au début, j'ai pas vraiment fait attention. Puis c'est un jour en parlant à une amie, elle me dit non mais Perrine, elle savait que ça allait pas hyper bien dans mon couple. Elle dit Perrine, Emmanuel c'est flagrant parce qu'elle le connaissait. C'est flagrant, t'es amoureuse de lui quoi. Et donc on part en séminaire à Barcelone, un truc que j'avais organisé. Et là, ma copine me dit il faut que tu lui en parles au séminaire, ça fait trop longtemps que ça dure. Ah oui. Et donc on a attendu que tout le monde se couche après une soirée un peu festive. Et donc là on s'avoue que ça fait longtemps qu'on est amoureux l'un de l'autre, que moi je veux des enfants, que lui il en a toujours voulu 4.
Et 15 jours après, j'ai pris ma décision, même si je la savais, mais elle était dans mon corps. Maintenant, il fallait qu'elle soit intellectualisée. Et donc, je décide de quitter mon mari. Et là, après, tout s'enchaîne très vite, quoi. Comment ça se passe toutes ces années, j'imagine, des années d'amour, de fluidité, de... Ah bah de là, on vit 3 ans, c'est un rêve éveillé, c'est extraordinaire. On fait plein de projets dans l'entreprise, donc ça c'est notre quotidien. Et puis à côté de ça, il faut savoir qu'au bout de 6 mois de relation, je tombe enceinte de Louise. En avril 2019, il fait une chute à vélo et il revient, il me dit j'ai mal au dos. Et de là, il pense que c'est sa chute. Alors de là, un parcours médical pour essayer d'avoir un diagnostic. Alors on pense à hernie discale, arthrose, il a un traitement contre l'arthrose, bref. Jusqu'à ce que notre médecin traitant ait la bonne idée de lui faire passer une coloscopie, parce qu'il n'avait pas fait son dépistage des 50 ans. Et là, le coup près tombe 30 juillet 2019. Tumeur primitive au côlon. Donc là, il passe un PET scan, c'est le protocole, et le protocole révèle que beaucoup de métastases. Certainement une qui est collée à un os qui doit être certainement la source de sa douleur au dos. Et puis le foie est atteint. Alors quand le foie est atteint, là, c'est mort. Donc diagnostic, c'est qu'il a un cancer du côlon stade avancé, multimétastasé, avec une issue qui est malheureusement mortelle, quoi. Il est condamné en fait. En plus, j'ai Louise qui a 1 an et demi, qui bouge, qui fait... J'avais pas prévu de couche, qui fait pipi dans sa couche, j'ai plus de couche, il y en a partout sur la moquette. J'apprends ce truc-là, je suis en larmes. Emmanuel est, je pense, abasourdi. Avec le recul, je pense qu'il a bien compris la veille, mais qu'il voulait pas que je l'apprenne de sa bouche, mais de la bouche du médecin. Je vais dans les couloirs, je demande à la secrétaire, vous auriez pas un truc? Elle me trouve un espèce de coton pour Louise. Et là, j'ai Louise dans les bras, je regarde par la fenêtre de la clinique et je suis en pleurs. Je suis en train de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et Louise me regarde et me dit maman, ça va, maman? Et moi, je suis en larmes, je suis en train de comprendre que notre vie bascule, quoi. Autant elle avait basculé 3 ans auparavant dans un truc hyper positif, autant là, je sens que effectivement, c'est pas des jours très heureux qui vont arriver, quoi. On a hâte qu'ils commencent les chimios. Et moi, je me mets en mode combat, quoi. J'ai fait un canal Messenger que j'appelle Fuck the Crab. Et je l'accompagne toutes les journées en chimio. Donc c'est une chimio, donc on sait qu'il va avoir des chimios, qui rentrent dans un protocole d'essai. Que quand les protocoles vont s'arrêter, il aura une chimio médicamenteuse et que si le cancer revient, voilà, il va enchaîner les protocoles de chimio entre ce qu'ils appellent stop and go, entre des injections et des médicaments. L'injection, c'est 1 journée, donc plein de produits à l'hôpital. Et il a une espèce de pompe qui garde pendant 48 heures à la maison. Mais tout ça, ça doit être lourd pour vous aussi à porter. Ça doit être des moments... En fait, on se rend pas compte. Moi, je suis en mode combat. Je l'accompagne. Je prends une espèce de truc... ça existe maintenant sur la plage. On remplit d'air. Ça me fait un petit siège. Je prends des bouquins. Je bosse. Et je l'accompagne. Je suis là avec lui. De toute façon, je me voyais pas être ailleurs. Et je ne pouvais pas être ailleurs. Je l'accompagne, évidemment. C'est ça, l'amour, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que... je vois les valeurs de l'amour et de l'engagement dans un couple. Je dis merde, quoi. En fait, je sais que l'homme que j'aime va mourir, en fait. Et ça, je le savais. Je savais pas quand. Donc à ce moment-là, je me fais beaucoup aider de ma thérapeute qui me dit vraiment, on a un diagnostic, on n'a pas de pronostic. Profitez, ce qu'elle appelle des instants de grâce. Profitez de ces petits instants là de bonheur présent, savourez-les, pensez à rien d'autre. Et donc j'apprends à faire ça. Un moment en famille tous les 3 où il rigole avec Louise, c'est partir en week-end, profiter de ce moment-là. Je me souviens d'un week-end à La Rochelle qui était juste génial. Je me suis mise à avoir des bracelets. À chaque fois qu'on partait en vacances, en week-end, je m'achetais un bracelet.
Et plus j'avais de bracelets, plus en fait j'avais grappillé ces petits temps de bonheur à la mort, quoi. Donc on avance comme ça, et puis en mars 2022, en tout cas, il est plus traité. Donc on rentre à Nantes, il est vraiment pas bien. Et là, il perd encore plus de poids. Et ça, c'est terrible parce que je le vois. Il le voit dans mon visage. Et je sais qu'il m'a dit oui, j'ai vu que tu m'as regardé, t'as du dégoût. En fait, non, c'était pas du tout dégoût, c'était de la peur, c'était de la tristesse. Il faut savoir que dans le couple, et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, Toutes les vies de Rebecca Warrior, elle en parle très bien. Le cancer, c'est un trouble du couple, c'est-à-dire qu'il s'invite là où on n'a pas envie qu'il s'invite, et il vient cannibaliser tout ce qui peut prendre de bonheur. Et on en a marre en fait, on a envie que ça s'arrête, mais on n'a pas envie qu'il décède, on a envie que ça s'arrête. On est même allé voir une thérapeute de couple, mais ça servait à rien, on s'aimait profondément, et on se l'est prouvé vraiment jusqu'au bout. Mais ce cancer, c'est l'enfer pour la famille, c'est l'enfer pour l'amour, c'est l'enfer pour le bonheur, quoi. Bon, la maladie est extrêmement avancée. Moi, à ce moment-là, j'ai ma sœur qui vient à Noirmoutier, qui habite à Annecy, donc à l'autre bout de la France, qui vient de Noirmoutier. Et puis, là, je lâche les vannes, hein. Je pleure. Et à un moment, on est tous les trois avec son mari. Et je lui dis, tu vois, mon plus grand regret, c'est qu'on se soit jamais mariés. J'aurais aimé ça, en fait. Et en fait, il venait de divorcer. Son divorce a été prononcé au mois de mai. Et elle me dit, et pourquoi pas ? Et je la regarde, et pourquoi pas ? En fait, je pense que dans ces moments-là, on est capable d'avoir de la folie et d'aller jusqu'au bout des projets, quoi. Alors, tous les matins, on se retrouvait avant que tout le monde se lève, au petit matin. À ce moment-là, il arrivait encore à se lever, il faisait le café, il m'attendait, on prenait le café ensemble. Petit à petit, il était un peu moins mobile, donc c'est moi qui faisais le café, il venait quand même, puis à un moment donné, il pouvait plus se déplacer, donc c'est moi qui lui amenais le café. Et à ce moment-là, donc, il pouvait encore se déplacer, je lui apporte le café, et je lui dis, écoute Emmanuel, j'ai un projet à te soumettre, est-ce que tu accepterais d'être mon mari ? Alors là, son visage s'est vraiment illuminé, il y a eu des petites étincelles dans ses yeux, c'était juste extraordinaire, donc il me dit oui. Donc j'appelle le maire, j'expose le projet, il vient chez mes parents, il voit Emmanuel, il nous explique que bien sûr, il n'y a pas de problème, il va publier les bandes. Donc à ce moment-là, les délais sont complètement normaux, les délais officiels. Et il nous dit, en considérant bien le contexte, que bon, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, si jamais on peut le faire dans le salon, ici, là, il n'y a pas de souci. Et puis si jamais vous souhaitez le faire avancer, on peut aussi le faire. C'est juste que le processus est un peu plus compliqué puisque ça passe au tribunal. C'est très compliqué, on est sur un corps qui s'approche petit à petit de la mort. Et en fait, avec l'infirmière et ma mère et ma belle-mère, on se réunit et on se dit, bon là, je pense qu'il faut avancer le mariage. Donc je lui demande, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on avance le mariage ? Il me dit oui. Et donc là, donc ça passe au tribunal, c'est un peu plus compliqué. Il me demande tout un tas de papiers, ça dure une semaine. Donc on l'avance d'une semaine et le mariage avait lieu une semaine après. Donc il faut fournir des papiers tous les jours. Ils me demandent des trucs qui étaient à Nantes et je leur dis écoutez, non, ça va pas être possible parce que moi je vais pas m'écarter une seule seconde de mon mari et de ma fille, enfin de mon amoureux et de ma fille. Je reste là. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc j'avais fait un contrat chez le notaire. Il nous demandait l'autorisation de ses filles, qui nous ont envoyé des petits papiers avec des cœurs. Évidemment, on autorise ce mariage. Je leur explique que c'est pas du tout quelque chose qui est vénal, puisqu'il avait déjà tout fait avant. On pourrait penser que ce mariage, c'est un mariage aussi qui pourrait vous arranger. Exactement. On vous l'a reproché, dit le tribunal a posé cette question comme ça ? Non, mais le tribunal, il demande des papiers pour que justement il puisse apprécier le fait que c'est pas un mariage pécunier. Donc il a besoin de preuves pour ça. Et je l'entends. Évidemment, on a la chance d'être dans un pays où il y a des droits. C'est super, mais là en l'occurrence, il demandait beaucoup de choses, puis il demandait des choses différentes chaque jour. Donc
Moi, j'avais le maire et son assistante qui étaient vraiment à fond dans notre projet et qui nous ont énormément aidés. Et je crois que l'avant-dernier jour, je leur ai dit, écoutez, de toute façon, on va se marier quoi qu'il arrive, ça sera peut-être pas administratif, c'est pas grave, mais dites-leur que vraiment tout est fait, on est de bonne foi et que c'est vraiment quelque chose qui est sous le signe de l'amour. Et en fait, on a l'accord le jour même. Donc c'était prévu à 11h, on a l'accord à 9h, 9h15. Je voulais pas faire de bague, évidemment, j'allais pas lui imposer ça, donc j'avais fait des colliers de fleurs séchées. Louise avait un petit bracelet. Bon voilà, ça s'organise comme ça. On se marie, il faut savoir qu'il a quand même l'oxygène dans le nez à ce moment-là, avec sa bombe à oxygène juste à côté, en fauteuil roulant. On est tous en pleurs. On est en pleurs. Parce qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Il y a un mélange évidemment de joie, d'amour, de solidarité, mais aussi on sait qu'il lui reste quelques heures en fait. D'autant que la veille du mariage, il nous avait réunis sa maman, son beau-père, mes parents, moi, et il nous a dit écoutez, je n'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Il avait encore cette clairvoyance de nous dire là, j'en peux plus. Et je lui avais dit écoute Emmanuel, le mariage est prévu demain, mais pars quand tu veux, parce que je vois bien que tu souffres. Abrège tes souffrances et on t'accompagnera. Il a tenu bon et donc on s'est mariés comme ça. C'est vrai que c'est fou. Donc c'était le 19 août. C'était le 19 août 2022 et on s'est mariés là, il faisait beau. Voilà, c'était à l'image de notre couple festif, entouré des gens qu'on aime. Et tout le monde témoin de cet amour, parce que ça a été comme ça depuis le début, témoin de ce qu'on s'apportait et du bonheur qu'on s'apportait, quoi. Donc je prends le relais l'après-midi et l'infirmière passe. Bon, elle savait, Christine, que Emmanuel attendait le mariage pour partir et que voilà, dans les heures qui suivraient le mariage, il allait sombrer. Ah oui, c'est à ce point-là. On savait. Donc elle avait déjà anticipé, fait les commandes de produits qui vont bien. On le savait. Et en fait, elle m'avait expliqué, bon écoute Perrine, tu vas voir, quand il va y avoir une petite ride, une ride du lion très très prononcée, là ça veut dire qu'il est en train de glisser, tu m'appelles. Je l'appelle vers minuit, ou 2h du mat, je sais plus. Donc elle vient une première fois, elle me dit bon, je fais un petit truc mais je reviens dans 2 ou 4 heures, je sais plus ce qu'elle me dit. Donc elle revient à 4 heures du mat, ça je m'en souviens. Ah oui, 4 heures du matin. Ouais. Elle revient à 4 heures du mat. Juste après le mariage, quoi. Ah ouais. Et elle me dit bon allez, on y va. Tu rappelles tout le monde, donc je rappelle les plus proches. Je rappelle ses frères qui étaient repartis Vendée Sud. Ils se sont fait 1 litre de café, ils ont pris la route, ils sont arrivés à 6h du mat. Je rappelle sa mère évidemment, et on se retrouve, ce petit clan là, dans la maison de mes parents, à se relayer auprès d'Emmanuel qui est en train de glisser vers la mort, quoi. Donc il attendait vraiment le mariage. Et en fait tout ça dure une journée presque entière, on lui dit mais pars. Et il s'est passé quand même un truc, c'est que Christine m'a dit écoute, faut pas que Louise elle voit son papa comme ça. Parce que c'est un visage qui est quand même des bruits d'agonie en fait. Mais son visage est très crispé, donc c'est assez dissonant. Et puis j'étais pas super ok avec ça, je sentais que Louise elle avait besoin de voir son papa. Donc finalement je lui dis écoute, tu peux aller voir ton papa. Ma maman a perdu son papa très jeune, elle m'a dit c'est moi, on m'a interdit de le voir, et en fait je comprends à ce moment-là que c'est très important de dire au revoir. Et en fait on s'est tous extraits de la pièce. C'est mon papa qui prenait le relais à ce moment-là. Il faut savoir que mon papa était médecin anesthésiste réanimateur aux urgences. Ah oui, d'accord. Et ben Emmanuel est parti à ce moment-là. Et il y a dans un film, le film De son vivant, l'oncologue qui joue son propre rôle, d'ailleurs je crois, il dit les gens ils partent avec qui ils veulent et quand ils veulent. Et je suis sûre qu'il a attendu d'être avec mon père, qui a évidemment eu beaucoup de décès face à lui dans sa vie professionnelle. Je suis sûre qu'il a attendu que nous, toutes les femmes de sa vie, on parte de la pièce pour s'éteindre. Et il est parti. Comme ça. Et après, vous avez continué la vie. De toute façon, il fallait bien avancer avec Louise, avec ses 2 filles aussi.
Alors après, on est quand même encore dans la sidération, suractivité, on se rend pas vraiment compte. Je comprends que parler, ça apaise, mais au début, par rapport à tout le travail que j'ai fait aujourd'hui, je sais au début que je vis la sidération totale, quoi. Et qu'en fait, je me rends pas compte. Les gens sont présents au début, puis petit à petit, ils s'écartent, parce que pour eux, ça affecte pas leur quotidien. Hein. Ils se rendent pas compte, puis c'est quelque chose qui est d'une part tabou dans notre culture, qui les gens en ont peur quand même, je pense qu'il faut le dire. De la mort ? Ils ont peur de la mort, ont peur du deuil, ça les renvoie à leur propre vulnérabilité. Et du coup ils s'éloignent parce qu'ils se rendent pas compte en fait. Il faut connaître ça pour savoir ce dont les autres ont, ce qu'on nous appelle les survivants ont besoin. J'ai eu aussi une grande réflexion sur mon avenir à moi. Du coup, j'ai entamé une reconversion professionnelle. Et puis c'est d'aller chercher qui je suis profondément à l'intérieur de moi. Effectivement, quand je regarde dans le rétro, de me dire, c'est vrai que j'en avais pas conscience, mais de me dire ce que j'ai fait pour Emmanuel, ce que j'ai fait par amour pour Emmanuel, il me paraît, moi, tout à fait normal. Mais en réalité, de ce que j'entends, c'est que c'est de l'ordre de l'extraordinaire, alors que pour moi, ça n'en est pas, mais en fait, ça m'a rassurée sur mes valeurs profondes et mon engagement, en fait. Et ça permet de se connaître. Et je suis plus la même femme qu'il y a 10 ans. Je sais pas si aujourd'hui je rencontrais Emmanuel, je suis pas la même femme, en fait. Et finalement, après tous ces états de deuil, de sidération, de rencontre avec vous-même, de reconversion, vous avez rencontré quelqu'un ? Alors effectivement, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Je voulais pas forcément, parce que j'étais en train de goûter le bonheur d'être libre et de voyager avec ma fille et d'apprécier ça. Enfin, ça a mis du temps, mais c'est arrivé, c'est quel bonheur. Mais il y a une personne qui est arrivée sur ma route et que j'aime, et donc on peut aimer à nouveau. Le cœur a cette capacité d'aimer à nouveau, malgré un trauma. Je tenais à remercier Perrine pour avoir pris le temps de nous raconter cette histoire d'amour. Vous venez d'écouter Les gens du coin, un podcast d'actu.fr dont l'envie est de raconter la vie des êtres humains d'à côté de chez vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi noter ou vous abonner à l'émission. Nous, on se dit à la semaine prochaine.